marche. D'accord, très bien. Donc, moi, dans le cadre de ma présentation, ce que je comptais faire, c'était, dans un premier temps, rappeler le concept de cette solution Sedge Glass, donc, qui est un vitrage très particulier pour l'enveloppe du bâtiment, et ensuite introduire quelques études de cas qui vont, ça vous intéressera, je pense, de la simulation à des témoignages pratiques, sachant que j'ai quand même axé les témoignages plutôt sur l'approche efficacité énergétique et un sujet qui est quand même assez comment dire, en ce moment très, très, très tendu, puisque c'est l'usage de la climatisation ou comment diminuer l'usage de la climatisation au travers de solutions pour le bâtiment. Donc finalement, c'est une parfaite continuité avec l'exposé qui a été fait tout à l'heure, sachant que dans un cas, on était sur des toitures pleines, et là, moi, je vais vous parler plutôt d'éclairage zénital en toiture du bâtiment, par exemple, ou en façade, puisque je suis dans le vitrage. Alors tout d'abord, qu'est-ce que... donc moi, je suis pour ma part chargée de prescription pour Sedge Glass, donc qui est une entité de Saint-Gobain, qui est une société sœur de Saint-Gobain Vitrage ou Saint-Gobain Vitrotech, vitrage de spécialité, si vous les connaissez. Et Sedge Glass, c'est une entité qui est dédiée exclusivement à la prescription de cette solution. Et qu'est-ce que cette solution, donc, qui porte ce nom également de Sedge Glass? C'est une solution de vitrage dynamique et intelligente. Alors, dynamique dans quel sens? Dans le sens que c'est un vitrage à teinte variable, donc, et intelligent dans la mesure où cette teinte variable va se dérouler sous le contrôle d'électronique de contrôle, et plus exactement de capteurs de luminosité. Alors, l'idée de cette solution, clairement, c'est vraiment une solution innovante pour l'enveloppe du bâtiment, innovante et qui s'inscrit complètement dans la thématique du bâtiment durable, puisqu'au travers de sa teinte variable et de cette approche intelligente, on va être capable de rendre la façade adaptative aux conditions climatiques extérieures, à la position du soleil en fonction de l'orientation du bâtiment, et de gérer au mieux les besoins du bâtiment, et en particulier les besoins associés plus exactement aux pièces transparentes d'une façade, c'est-à-dire les vitrages. Alors, effectivement, les besoins, on le sait tous, aujourd'hui, les besoins du bâtiment, ils sont nombreux et bien souvent antinomiques. Ce qu'on va chercher, évidemment, c'est de maximiser la lumière à l'intérieur du bâtiment, et on va essayer toujours de privilégier la vue, tout ça en vue d'améliorer le confort des occupants du bâtiment, mais également pour ce qui est de maximiser la lumière du jour pour faire des économies en termes d'éclairage artificiel, par exemple. Mais donc c'est la raison pour laquelle les bâtiments sont de plus en plus vitrés, et donc on déploie des grands bâtiments et des IGH même entièrement vitrés. La contrepartie, évidemment, de toute cette lumière, c'est qu'il faut également assurer le confort thermique. Et qui dit vitrage, et on associe bien sûr souvent le vitrage à des risques de surchauffe, en particulier l'été, ou en tout cas, on compense la surchauffe via des systèmes de ventilation et d'air conditionné. Donc, il faut donc assurer, tout en ayant beaucoup de lumière, confort thermique d'hiver comme d'été. Et également, si on a également beaucoup de lumière à l'intérieur du bâtiment, il faut trouver des solutions pour combattre, ou en tout cas se protéger les occupants du bâtiment de l'éblouissement. Et bien sûr, les stores existent, c'est vieux comme le monde, ça remonte encore à l'Égypte ancienne. Déjà, on utilisait des stores. Mais on peut également chercher à trouver de nouvelles solutions pour résoudre ces questions d'éblouissement. Et bien sûr, on recherche ces conforts thermiques, ces protections contre l'éblouissement, tout en assurant le minimum de consommation énergétique pour le bâtiment. Et on va rechercher toujours la performance énergétique. Et là, c'est plutôt, je me place du point de vue de l'architecte. La façade du bâtiment, l'enveloppe du bâtiment, ça reste quand même la vitrine de l'architecte, le premier contact qu'on a avec un projet. Et donc, il faut, dans la mesure du possible, laisser toujours une certaine plage de liberté à l'architecte dans sa conception de son bâtiment. Et ça, typiquement, quand je reviens à la protection contre l'éblouissement, quand on a un brise-soleil sur la façade d'un bâtiment, ce n'est pas neutre du point de vue de l'esthétique, et ça peut être incompatible avec le projet recherché par l'architecte. Donc voilà, en fait, Sedge Glass, c'est une solution qui cherche, et c'est sans doute la meilleure solution du marché, pour répondre à l'ensemble de ces besoins, en tout cas d'adapter au mieux
la façade du bâtiment pour apporter une réponse à ces besoins. Donc là, je suis obligée de passer, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà le concept de ce vitrage à teinte variable. Donc je le présente, vous en voyez ici d'ailleurs un démonstrateur qui vous présente exactement ce que c'est qu'un vitrage à teinte variable. Vous voyez ici pour les besoins de la démonstration, donc j'ai un vitrage qui présente deux zones différentes. Je vais là sur le champ modifier quelque chose au niveau du vitrage, il ne se passe rien, mais je vous invite à regarder d'ici quelques secondes, voire minutes, comment a évolué le vitrage. Donc, le principe, c'est que le vitrage dynamique, donc à teinte variable, a cette capacité donc, de prendre différents niveaux de teinte, et au travers de la teinte, ce n'est pas l'esthétique qu'on va modifier, c'est bien la transmission lumineuse du vitrage et sa valeur associée, qui est le facteur solaire, qui est inhérent donc, à la valeur de transmission du vitrage. Ce qui explique aussi, pour en revenir au point que je traitais tout à l'heure, c'est que plus un vitrage est lumineux, plus il laisse passer de la lumière, plus la chaleur et les apports solaires vont rentrer dans le bâtiment. Donc bien évidemment, c'est ce qu'on va rechercher l'hiver pour bénéficier des apports solaires gratuits, mais l'été, on veut se protéger des risques de surchauffe associés à ce facteur solaire élevé. Pour ça, avec un vitrage comme cette glace, vous êtes en mesure, et au travers donc, d'une électronique, en particulier des capteurs de luminosité qu'on vient mettre à la surface, en toiture du bâtiment, on est capable à tout moment de détecter la quantité de lumière à l'extérieur du bâtiment, la position du soleil, et en fonction de ça, de demander aux façades, selon donc ces orientations, toute l'électronique va piloter le vitrage et lui commander de se teinter ou de s'éclaircir en conditions réelles et en temps réel, en fonction des conditions extérieures. Donc la façade s'adapte, et la façade s'adapte à un tel point que vous voyez dans son état clair, celui que vous aviez tout à l'heure et qui a dû maintenant évoluer, vous voyez que le vitrage a changé d'état. On est capable de proposer une transmission lumineuse à l'état clair qui va de 60% environ pour un double vitrage, et de tomber dans l'état le plus sombre, celui que vous voyez ici en haut, à seulement 1% de transmission lumineuse. Et cette fois, le facteur solaire, le fameux facteur solaire qui gère les apports solaires dans le bâtiment, est de 4%. 4%, en d'autres termes, faut imaginer que c'est 96% des apports solaires qui vont être stoppés au niveau du vitrage avec ce niveau de teinte. Et vous l'aurez remarqué, donc et évidemment, ce vitrage peut prendre un continuum de teintes. Nous, on en a figé 4, qui correspondent à des transmissions lumineuses et des facteurs solaires intermédiaires qui permettent de gérer au mieux les différents niveaux de luminosité qu'on peut avoir à l'extérieur. Donc, et ce qu'on voit également, c'est que, évidemment, on parlait de confort pour les occupants du bâtiment. On va, au travers de cette solution adaptative, assurer le confort à la fois thermique et à la fois visuel des occupants du bâtiment, puisque ici, avec 1% de transmission lumineuse, on est typiquement dans un état qui permet de gérer l'éblouissement direct qu'un occupant peut avoir face à lui dans un bureau. Alors, je parlais d'intelligence du système, donc tous ces états-là vont s'auto-gérer à partir de capteurs de luminosité, mais il est tout à fait possible de prendre toujours la main pour l'occupant du bâtiment grâce à un système d'écran tactile, typiquement, un contrôleur manuel qui permet, imaginez dans votre bâtiment, vous avez une salle de réunion et un grand open space. Au moment de la réunion, vous voulez obscurcir votre salle de réunion. Vous allez prendre la main sur le système par une commande manuelle. Et il est également, et c'est de plus en plus demandé par les maîtres d'ouvrage sur des gros bâtiments, on peut associer notre solution à une gestion technique du bâtiment et donc coupler air conditionné et vitrage et teinte de vitrage dans le but bien évidemment de toujours rechercher la performance énergétique du bâtiment et le confort des occupants. Alors parfois c'est un compromis, mais donc après c'est au maître d'ouvrage de nous donner les priorités. Donc bien souvent, un bâtiment, on va chercher plutôt le confort des occupants lorsque le bâtiment est occupé, et le week-end, quand les locaux sont vides pour un bureau, on va plutôt rechercher la performance énergétique en priorité. Et sinon, on va fonctionner sur des compromis. Voilà. Donc, dans le cadre de cette journée Energy Meeting, j'ai souhaité montrer quelques exemples
d'une part du point de vue, je le disais, de la théorie et de la simulation, et puis ensuite j'illustrerai par quelques témoignages concrets sur des bâtiments. Alors là, le premier cas de figure que je voulais vous présenter, c'est une étude de cas qui concerne, donc, qui a été menée par notre partenaire Velux Commercial, donc, qui fait des verrières modulaires et qui équipe dans ses propositions également ces verrières modulaires avec notre vitrage électrochrome. Donc, l'idée de ce projet-là, c'est un projet donc un projet de verrière, donc d'éclairage zénithal. La motivation du maître d'ouvrage, c'était vraiment d'apporter de la lumière et du confort à ses salariés, tout en contrôlant bien, évidemment, qu'il n'y ait pas de surchauffe l'été, puisqu'on est ici, ici en Occitanie, donc dans une zone plutôt chaude. Donc, c'est surtout la problématique de la surchauffe d'été qui était cruciale dans le cadre de ce projet-là. Donc ici, on est sur une verrière d'une cinquantaine de modules, 90 mètres carrés de surface de verre. Et donc, au préalable, avant de sélectionner la solution qu'il souhaitait pour cette verrière, donc qui est située dans l'accueil de son bâtiment, de son siège, il a fait mener une étude STD par un bureau d'études environnement. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter, la comparaison des différentes solutions qui ont été évaluées, qui cherchaient donc à évaluer l'impact thermique donc d'été sur ces différentes solutions, principalement en termes de confort thermique et également d'impact sur l'enveloppe climatisation, puisque c'est bien là le nerf de la guerre sur ce sujet. Donc voilà, j'ai succinctement présenté les résultats, les 4 solutions qui ont été étudiées. On a la référence, qui est une verrière standard, je dirais, double vitrage, sans protection particulière d'occultation, associée donc pas d'ouvrant sur cette verrière. On voit donc la température moyenne qui a été donc sur ce projet-là. Il faut les températures excessives, c'est entre le mois de mai et le mois de septembre qu'elles sont analysées. La température moyenne extérieure a été prise de 28 degrés. Donc avec 28 degrés à l'extérieur, la simulation montre que sur une verrière close sans protection particulière, la température à l'intérieur du local monte à plus de 51 degrés. Si vous modélisez la même verrière, cette fois avec des ouvrants de ventilation, des ouvrants de confort, et que donc cette fois vous ouvrez votre verrière à du free cooling, donc tout de suite, évidemment, aux premières heures de la matinée, la température dans le local a diminué. Par contre, comme vous n'avez aucune protection solaire, la température remonte et vous arrivez en moyenne à une température à l'intérieur du local de 42 degrés. Maintenant, si vous rajoutez un store, en l'occurrence store blanc à l'intérieur de cette verrière, toujours équipée de ces ouvrants, donc là vous associez free cooling plus store intérieur blanc, je précise, puisque si vous prenez des stores plus foncés, là vous aurez un impact moins favorable en termes de protection thermique. Et là, cette fois, vous êtes à peu près à 38 degrés en moyenne, donc vous gagnez petit pas par petit pas du confort thermique sur ce bâtiment-là. Je précise que ce sont des températures sans air conditionné, ça c'est vraiment la simulation. Ensuite, la ventilation nocturne plus le vitrage électrochrome, qui est capable, donc, aux heures de la journée, là où le soleil tape, donc comme on est en éclairage... donc, comme on est en verrière, donc c'est durant toute la journée, toute la durée du jour, on tombe cette fois en associant free cooling et électrochrome à une température moyenne de 34 degrés si, encore une fois, vous n'utilisez pas du tout d'air conditionné. Donc, une deuxième simulation a essayé de voir donc, quel était l'impact. Donc, on voit bien qu'à 34 degrés, on ne peut pas se permettre de supprimer complètement l'air conditionné. Je sais que c'est une question qui m'est souvent posée. En fait, on va permettre de diminuer l'usage de l'air conditionné, mais vraiment imaginer qu'on va pouvoir s'en affranchir dans des climats comme cela, ça, ce n'est pas raisonnable. Mais par contre, on peut très clairement énormément diminuer la quantité d'air conditionné. Donc voilà le résultat de la simulation. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas l'objet. Mais par exemple, sur le cas numéro 2, on voit qu'il est possible d'économiser une soixantaine d'heures sur la période donc, de mai à septembre d'air conditionné, ce qui peut se traduire par 2,4 jours pleins. Donc, à chaque fois, on gagne un petit peu en usage d'air conditionné, et ça correspond, dans le cas de l'électrochrome plus du free cooling, à 628 heures, ce qui est calculé en 26 jours pleins
Alors, sachant qu'on considère qu'on utilise l'air conditionné que sur les heures du jour, c'est-à-dire à 50% du temps réel, donc ce qui correspond en fait à ici, ce qu'on voit ici, 52 jours de climatisation globale, voilà, on multiplie par 2. Donc dans un cas, donc, simulation sans climatisation avec cette solution-là, moins 17 degrés dans une serre, hein, puisque une verrière comme celle-ci, c'est quasiment une serre, et donc 52 jours de climatisation économisés dans un bâtiment comme celui-ci. Donc ça, c'était le premier cas de figure. Et vous allez me dire, bon là, on est sur de la simulation, qu'est-ce qui se passe en réel ? Alors en réalité, je vous ai placé ici un autre cas, donc un bâtiment qui vient d'être livré, qui n'est pas encore, à ma connaissance, habité, mais sur lequel il n'a pas été inauguré. C'est le siège de voyage privé. Là encore, on est sur une zone plutôt chaude, Aix-en-Provence. On a 800 mètres carrés de façade. Cette fois, on n'est plus sur de la verrière, mais sur de la façade. L'impact, il est pareil. Donc, ils ont procédé au moment des mises en service. On était en plein été, pareil. On était à peu près en moyenne de l'ordre toujours de 28 degrés en moyenne dans cette zone climatique. Donc voilà, en faisant des tests de climatisation, ils ont bien retrouvé ce que la simulation nous disait, et tant mieux. C'est-à-dire que, et là, cette fois, on est en façade, donc les impacts sont un petit peu différents, mais avec le vitrage non teinté, la température à l'intérieur du local non ventilée, 31,5 degrés. Lorsque vous vous teintez ce vitrage donc dans son état le plus foncé, vous tombez, vous gagnez des 5 degrés sans avoir à utiliser d'air conditionné dans ce cas-là. Donc on n'a pas tellement plus de recul parce que ce bâtiment, il est tout récent. On espère l'année prochaine avoir des retours bien plus intéressants. Après, le bureau, là par contre, je vous cite à nouveau, je reviens sur de la verrière. Ici, une verrière à double pente. Cette fois, c'est un de nos plus anciens projets qu'on a réalisé en Europe. Il est à Genève, sur l'aéroport de Genève. Donc vous voyez, c'est une verrière double pente de 450 mètres carrés de verre, triple vitrage à l'origine, avec des stores intérieurs. Et donc là, cette fois, c'est vraiment le constat qui a été fait. Et donc là, on est vraiment sur du concret. Du responsable des services généraux, sur ce projet-là, 60% de consommation en air conditionné en moins sur l'ensemble des étés qui ont succédé à la mise en service de cette verrière. Lui, il nous bénit tous les ans parce que tous les ans, à cette époque de l'année, avec cette configuration, vous voyez, les bureaux sont ici. Il y avait surchauffe dans le bâtiment, les gens n'en pouvaient plus. Et donc là, il a gagné, je ne sais pas, ça se compte certainement en quelques dizaines de jours par an de tranquillité par rapport aux usagers du bâtiment. Donc j'en viens maintenant à nouveau à une simulation, un résultat de simulation qui est assez intéressant. Donc cette fois, c'est une étude qui a été menée dans le cadre de la performance, de la mesure, l'étude de la performance énergétique vis-à-vis de la future RE 2020 qui s'approche. Donc là, on a pris un vrai projet existant, c'est-à-dire avec des plans, une configuration bien déterminée, et on a mené cette étude avec le bureau Green Affaires, qui, sur la base donc d'un logiciel ClimaWin, qui a fait ces calculs-là. Donc cette fois, Sedgeglass, et on est sur un bureau quand même de grande taille, on est sur 10 000 m² au sol, 2 000 m² de façade. Dans ce cas-là, Sedgeglass est en façade, non pas sur l'ensemble de la façade. Sedgeglass n'est pas une solution pour les façades nord, présente assez peu d'intérêt. Quand on peut l'éviter, on ne la met pas. Par contre, donc en façade nord, triple vitrage avec store intérieur. Par contre, pour le reste de la façade, on est sur du Sedgeglass. Et donc l'étude a été menée pour comparer, du point de vue de la performance énergétique, différentes solutions qui traitent à la fois le confort thermique, mais également le confort visuel. Parce que vous avez bien compris que Sedgeglass répond aux deux questions à la fois. Et donc je vais vous présenter les résultats de cette étude. Donc les quatre scénarios qui ont été comparés, enfin les 3 scénarios qui ont été comparés, ici vous avez Sedgeglass, c'est la double peau avec des stores intérieurs. On est quand même sur ce type de bâtiment, sur de la façade un peu complexe. Hein. Double peau plus store intérieur, double peau plus screen extérieur, ainsi que des stores intérieurs, là un peu plus d'efficacité. Et une menuiserie à contrôle solaire, donc un vitrage à contrôle solaire associé à des brises soleil orientables, plus des stores intérieurs. Et le Sedgeglass. Donc le résultat, là on est vraiment sur l'approche énergétique de cette étude. Voilà les résultats comparés. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes de chauffage, bon là encore on est sur un bâtiment, c'est vrai que c'est encore un bâtiment dans une zone de climat France plutôt chaude. Pas d'impact, quelle que soit la solution, grosso modo, sur l'énergie nécessaire au chauffage.
Sur la lumière naturelle, je dirais qu'on est un peu dans le bruit de fond. Les solutions sont à peu près toutes équivalentes. Par contre, il y a des grosses différences sur 2 postes, qui sont d'une part la climatisation, ici, et d'autre part la ventilation et les auxiliaires. Donc là encore, c'est vraiment la consommation énergétique nécessaire pour assurer le confort thermique d'été, principalement, et donc le rafraîchissement, qui est vraiment impacté par ces différents scénarios. Et là encore, ce qu'on voit, c'est l'avantage de la solution Sedge Glass, d'environ 9 à 10% donc, par rapport à une solution de brise-soleil orientable, qui est quand même une solution très répandue. 18% par rapport à une double peau screen extérieur, store intérieur, et jusqu'à 23% pour la double peau et simplement les stores intérieurs. Donc vous voyez, que ce soit simulation ou encore résultats concrets, il faut vivre l'expérience Sedge Glass. Et je vous invite, si vous êtes intéressés, on a des showrooms, on a la tête, je ne sais pas si vous voyez le siège de Saint-Gobain qui a été inauguré il y a quelques mois en plein Covid. On a une tête au sommet de la tour, au 37e étage, et là c'est un vrai challenge. On a une boîte à l'intérieur de la coque en VEA de la tour Saint-Gobain, qui est donc située au 37e étage. Un cube en verre qui est fait de Sedge Glass, de la tête aux pieds j'allais dire, mais toutes les orientations de façade, plus la toiture. Et quand on vient dans cet endroit-là, on vit l'expérience Sedge Glass à fond. Donc voilà le fameux projet dont je vous parlais. Et donc c'est à l'intérieur de cette tour-là, et c'est vraiment là toute la valeur associée à ce produit, vous la vivez quand vous venez dans ce lieu-là, pour peu qu'il y ait du soleil à l'extérieur, mais ça c'est indépendant de notre volonté. Donc, si je veux conclure sur ce qu'est Sedge Glass, je vous ai présenté quelques cas concrets. C'est une solution innovante pour l'enveloppe du bâtiment. Elle garantit, vous l'avez compris, l'efficacité énergétique. Elle assure confort thermique, confort visuel des occupants. Il faut vraiment la voir comme une alternative à des brises-soleil orientables et automatiques, puisque tout se fait de façon, dans son mode le plus performant, de façon automatique, même s'il est toujours possible de prendre la main sur le système. Et c'est une solution aussi qui permet d'optimiser la quantité de lumière, puisque vous allez être de la même façon que des brises-soleil automatisées. C'est, en termes de fonctionnalité, là, on est sur la même approche. Vous avez vu que la différence aussi par rapport à des stores, avec une solution comme ça, c'est que quelle que soit sa teinte, vous continuez à voir vers l'extérieur, donc vous préservez la vue. Là, un élément de confort assez important pour les occupants du bâtiment. Pour l'architecte, esthétique de façade épurée, c'est important, donc plus de brise-soleil ou de choses comme ça. Vous pouvez également, sur des bâtiments de patrimoine, imaginer que cette solution peut vous apporter des solutions que vous n'avez pas parce que vous n'êtes pas autorisé à mettre des stores extérieurs, par exemple. Et puis, mine de rien, c'est quand même une très forte simplification de la façade par rapport à une double peau, qui apporte certes de gros bénéfices en termes thermiques ou de confort. Vous avez une solution, c'est simplement un simple ou un triple vitrage, donc, qui doit être alimenté par un câble, donc il y a un câble à gérer. Mais à part ça, pour le menuisier, c'est quand même, ou le façadier, c'est très simple à monter. C'est une solution qui est très simple, et vous n'imaginez même pas en verrière, si vous avez face sur un projet une solution avec des stores, des BSO extérieurs en verrière face à ça, le façadier signe tout de suite pour cette solution, qui est bien plus simple à monter. Donc ça, c'est pour les bénéfices de cette solution, la valeur. Mais il faut aussi avoir en tête, parce que quand on parle de solutions innovantes, tout de suite, surtout sur des enveloppes de bâtiments, sur des projets qui peuvent aller à 5000 m² de façade, voire plus, ça peut faire peur. Mais il faut savoir que cette solution, même si elle n'est encore pas suffisamment répandue, elle est sous avis technique depuis plus de 2 ans. Elle est sur la liste verte des assureurs. Elle dispose des marquages CE, elle garantit 10 ans. La durabilité, elle est estimée à plus de 30 ans sur la base de tests accélérés. Et aujourd'hui, Sedge Glass, c'est plus de 1000 projets de par le monde, il faut bien le voir. Le plus gros a été signé pour Google en Inde. C'est plus de 20 000 m² de façade, pour vous donner une idée. Et puis en Europe, les plus gros projets sont aujourd'hui basés en Suisse, aussi bien sur des bâtiments neufs. Vous avez le Millennium. Je vais peut-être vous les montrer un petit peu rapidement en image. Donc vous voyez un petit peu ici les différents segments sur lesquels on va retrouver du Sedge Glass. Beaucoup le bureau, mais aussi la santé, l'hospitalité, commerce, musée, éducation, aéroport. Je dirais que c'est vrai que le bureau reste notre part principale pour le moment, mais ça c'est au cas où vous seriez intéressé pour en savoir plus. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est un certain nombre de références en images, rapidement. Je parlais de très gros projets en Europe. Celui-ci est en Suisse, c'est du bâtiment neuf.
Et vous voyez une façade en mur rideau complet, complètement en sèche glace. Là, pour le coup, pas de façade nord ni quoi que ce soit. C'est vraiment un très très beau projet pour lequel, en l'occurrence, on a même développé des nouvelles solutions, puisque ici, ce que vous voyez, c'est un vitrage qui peut gérer différentes zones de teinte. Sur ce bâtiment-là, on a développé une solution où on a un gradient de teinte qui permet d'assurer le confort thermique, laisser le maximum de lumière naturelle rentrer. Et ce projet, donc, c'est vraiment un projet qui nous a fait beaucoup avancer sur les solutions qu'on propose aujourd'hui à nos clients. Vous avez, donc, on était sur du neuf. Ici, vous avez le cas, donc 4000 m², un peu plus de 4000 m² sur le précédent. Pareil pour celui-ci. Cette fois, c'est de la réhabilitation. C'est le siège de Nestlé. Donc, toute la façade a été traitée, cette fois avec la solution qui est celle-ci, c'est-à-dire ce qu'on appelle le light zone. On peut gérer jusqu'à 3 zones différentes au sein d'un même vitrage pour gérer au plus près les besoins d'anti-éblouissement, d'entrée de lumière naturelle. Donc, c'est une façon de gérer ces bâtiments. Il faut savoir que Sedge Glass, ce n'est pas simplement du vitrage. Nous, quand on s'engage sur un projet en Sedge Glass, on fait également toute la partie, on dimensionne la partie électrique, électronique, et on accompagne jusqu'à la mise en service. Donc, il ne faut pas avoir peur d'une solution comme celle-ci, dite intelligente, etc. On dimensionne la totalité du projet et jusqu'à la mise en service. Voilà, et puis d'autres images, et j'aurai fini. Ici, c'est le plus gros projet qu'on ait aujourd'hui en France, mise en service le mois prochain. C'est le projet Métal 57. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler. C'est un ancien bâtiment de Renault face à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. On reconnaît le bâtiment sous forme de chèque, qui était un bâtiment classé. C'est l'agence Dominique Perrault qui a eu le projet. Et donc, vous voyez ici toute la façade, toute cette façade-là, et ainsi que le pinon, est en Sedge Glass sur un grand atrium, 1300 m² de façade, mise en service donc le mois prochain. Et puis, voilà, après, c'est plutôt pour le plaisir. Ici, la tour Saint-Gobain, cette fois un peu zoomée. Et puis d'autres projets, que ce soit, donc ici, on est en mur rideau. Ici, un projet qui a été primé, qui est situé au Royaume-Uni. Voilà le bâtiment de jour. Donc ici, vous voyez à la fois verrière et façade sur un très beau bâtiment. Ici, c'est une réhabilitation d'un bâtiment du patrimoine. Voilà. Et puis, je vois que j'ai fini mon temps. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ou en tout cas, sinon, après, n'hésitez pas à me retrouver sur le stand de Saint-Gobain si vous avez d'autres questions. Donc deux questions rapidement. Donc, vous parlez de la durabilité du produit. Qu'est-ce qui se passe après 30 ans? Et puis, est-ce qu'il y a de l'entretien de la maintenance à prévoir sur les vitrages particuliers, autre que du nettoyage classique comme on a sur les vitrages classiques? D'accord. Alors, après 30 ans, vous me posez une colle. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe derrière, c'est une technologie dite électrochrome. Donc, ça fonctionne comme une batterie. En fait, il faut imaginer qu'à la surface du verre, à l'intérieur du verre de ce double vitrage, vous avez un empilement de couches extrêmement fines et transparentes, un peu comme les vitrages de contrôle solaire. Sauf que là, c'est un empilement avec 2 électrodes, une membrane et une couche d'oxyde de part et d'autre de cette membrane. Et quand vous appliquez un courant électrique de très basse tension, ce vitrage est alimenté par 3 fois rien en courant, vous déplacez des espèces qui sont très mobiles d'une couche d'oxyde à un autre en changeant ces états d'oxydoréduction. Donc comme une batterie, au bout d'un moment, si vous tirez trop sur la batterie, elle va se fatiguer. Et j'imagine que les pièges, les états se fatiguent un petit peu. Je vous avoue que je ne sais pas exactement, mais un petit peu imaginer le vieillissement à long terme d'une batterie qui est assez peu sollicitée finalement parce qu'on est sur de la très basse tension. Ça, c'est pour la première question, mais si plus, je peux éventuellement revenir vers vous en questionnant des collègues. Donc, c'est parfaitement réversible. Donc, évidemment, quand on change de polarité, les espèces remigrent dans un état, ce qui fait qu'on peut cycler, indéfiniment, je ne sais pas, mais en tout cas, très longtemps, et ce qui assure la durée de vie. Alors, Saint-Gobain, dans sa technologie électrochrome, a misé sur la solution tout solide. C'est-à-dire qu'on a choisi des solutions d'oxyde, qui sont des solutions robustes, qu'on sait qui n'évoluent pas sous l'effet des UV, des radicaux libres et des choses comme ça. C'est pour ça qu'on est très serein par rapport à la durabilité de cette solution dans le temps. Et vous aviez une deuxième question? La maintenance. Alors la maintenance, il faut voir que ce vitrage-là se maintient comme un vitrage traditionnel. Donc vous avez juste le nettoyage, vous utilisez des produits standards.
Ça, c'est pour la partie, je dirais, nettoyage, etc. La différence des stores et des brise-soleil, c'est un gros avantage, pas de nettoyage. Vous n'avez pas de partie mécanique comme les stores, donc pas de risque de panne mécanique, de moteur, etc. Ce qui est aussi un gros souci avec les stores en général. Donc, ce qui peut vous arriver donc, tous les vitrages qui sortent de l'usine sont tous testés. Les façadiers, les montent. La mise en service est assurée pour un non-soin. S'il y a eu un fil légèrement endommagé au niveau de la mise en service, il est réglé dès la mise en service, je dirais. Et une fois que le vitrage est en route, il peut y avoir peut-être des petites erreurs d'adressage ou de programmation qui se règlent à distance. Et ensuite, les pièces, je dirais, de durée de vie les plus courtes, ce sont les pièces électroniques, puisqu'on a des cartes électroniques, et celles-ci, on les garantit 5 ans. Donc, ça ne veut pas dire que 5 ans, mais en tout cas, l'électronique, on sait que voilà, il faut de temps en temps les changer. Donc, ces cartes électroniques, elles sont dans des tableaux de commande et faciles d'accès en général. Il faut imaginer une armoire électrique qu'on va ouvrir et on va faire un échange standard de cartes. Voilà, en gros, comment se positionne une façade comme celle-ci. Oui ? Moi, je n'ai pas tous les budgets de Google. Est-ce que vous pouvez nous parler, merci, du surcoût de Sledge par rapport à ne serait-ce qu'à des BSO? Alors, je vous rassure tout de suite, on ne fait pas que des projets comme Google, ça c'est vraiment l'exception et ça a été celui de l'année dernière. On commence les projets en moyenne à 50 mètres carrés. Donc vous voyez, après de 50 mètres carrés et pour les plus gros. Donc je dirais qu'en moyenne, nos projets, ils sont à plusieurs centaines de mètres carrés, même si on rêverait d'en faire au-delà de 1000 mètres carrés. Donc je vous rassure, on est en mesure, les budgets. Alors, vous allez me dire, par rapport à des BSO, nous, on se situe plutôt, je dirais, alors j'aime pas donner des chiffres parce que c'est d'un projet à l'autre, c'est tellement variable, mais on va plutôt se situer au niveau d'une façade complexe de type double pot, si vous voulez voir les budgets. Par rapport du BSO, en termes d'investissement, certes, on va être un peu au-dessus, mais après, il faut raisonner coût global. Et par rapport à des BSO, vous oubliez la maintenance des stores, les pannes mécaniques, quelques avantages en thermique et puis d'autres éléments. Donc ça vaut le coup de se pencher sur la question, d'autant qu'il y a aussi des coûts indirects. Par exemple, je parlais d'une verrière. Si vous mettez des stores en verrière ou des stores dans un couloir devant, vous allez devoir payer très cher les stores parce qu'il va falloir que ça soit très robuste. Et donc, il ne faut jamais comparer du Sledge Glass avec un vitrage de contrôle solaire seul. C'est toujours le vitrage et sa solution de confort visuel. Donc, je dirais oui, on est à l'investissement sans doute un peu plus cher, mais par contre, il faut s'amuser à faire l'exercice du coût global. Enfin, si c'est un amusement, mais ça dépend pour qui. Voilà, je crois que j'ai mangé mon temps, mais n'hésitez pas, je serai sur le stand Saint-Gobain si vous voulez en savoir plus. Merci.